Bon, vous venez de regarder ce petit documentaire en 4 parties qui pose quand même d'un côté les intérêts et de l'autre côté les dangers du numérique. Et je pense que ça peut susciter pas mal de questions chez les uns et les autres auxquelles on peut essayer de répondre et de partager nos expériences, peut-être en simplement déjà à partir de votre quotidien à vous, de l'usage que nous adultes et nos enfants peuvent faire des tablettes. Et puis si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre ensemble en faisant circuler le micro. J'ai mon fils, il est beaucoup sur la plaine. La plaine. Et souvent, sur la plaine, ça m'inquiète. Des fois, je débranche la plaine et je dis, j'ai une heure de... Je reviens de l'école et devoirs à faire. Lui, il a trop un peu, quoi, on peut dire. Au milieu de l'école, la plaie. Moi, ça m'inquiète pour eux. Je peux taper il y a la plaie, la petite, c'est le téléphone. Bon. Le téléphone, c'est pas pareil, c'est avec les copines, les SMS, mais la plaie m'inquiète, quoi. Il faut que je lui enlève. Je crois que justement, c'est pas la question d'être méchante et puis vous poser la question en ayant un petit peu, je dirais, la réponse. C'est peut-être la question. La question dans le temps, quelque chose de la médaille. Compris ça? C'est bon? Voilà, un micro qui marche. Ah, on est à l'ère du numérique et aussi de l'audio. Alors, je pense que vous n'êtes certainement pas la seule maman à avoir ce type de problème, puisque on a un petit peu questionné nos parents, nous voir, à la maison des familles aussi. On sait qu'il y a un usage des écrans qui est très intensif. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé des effets qui sont décrits sur le sommeil par rapport à cette lumière bleue et de l'expérience qui est fournie là, avec 3 comparaisons, le livre, les lunettes pour empêcher les rayons bleus, et puis l'enfant qui se couche avec son téléphone, le plus souvent d'ailleurs, au prétexte que le lendemain matin, il va se réveiller avec. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ça n'existe plus, les réveils. Alors, j'aurais bien aimé que ça circule un petit peu pour qu'on puisse trouver des solutions, parents et enfants ensemble, pour avoir le bon côté des écrans et surtout respecter le sommeil et la construction du cerveau de nos enfants. Parce que justement, quand vous dites que vous le débranchez, c'est justement que vous arrivez quand même à quelque chose de difficile. Obligé de débrancher la plaie, c'est que l'enfant ne nous entend plus. Voilà. Donc, et puis aussi... comme on a le moment de beaucoup de technologie, les enfants, il faut que ça, tout dans l'internet. Nous maintenant, les mamans, on est inquiété pour notre enfant, on voulait vraiment le moment, combien de temps, parce que c'est impossible, aucune maison, aucun enfant qui n'utilise pas comment ça s'appelle, aux tablettes ou l'ordinateur, ou même le système scolarisé maintenant au collège, c'est par internet. Moi, mon fils, par exemple, la géographie, c'est par internet. La dernière fois, j'ai remarqué que mon fils ne fait pas du devoir parce qu'il a mis son maître tout à l'internet. Il faut qu'il cherche, il répond par internet.
C'est vraiment, c'est inquiétant là. Je sais pas, on voulait vraiment combien autoriser pour le cerveau d'enfant. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et voilà. Ce que je veux comprendre, vous cherchez les solutions chez les mamans. C'est ça que je veux comprendre. Moi, j'ai le problème, ça, là chez moi. Mais je ne peux pas vous donner une solution. Moi, je cherche déjà la solution pour arrêter ce play ou bien les jeux d'Internet ou bien, mais je ne peux pas vous donner une solution, là, moi. Alors, je ne cherche pas de solution, je dis qu'on peut les chercher ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cet atelier jeu. Vous savez qu'on fait régulièrement les ateliers jeux parce que, effectivement, quand l'enfant n'a pas la tablette, il va vous dire « je m'ennuie ». Et on sait que les mamans, et papas aussi d'ailleurs, quand on rentre, on est fatigué. Donc restituer le plaisir de jouer parents et enfants, c'est vrai que pour nous c'est devenu une priorité, puisque ça fait quand même 1 an et demi qu'on fait les ateliers jeux pour des choses très très simples. Moi, j'ai essayé agressivement d'arrêter les jeux de vidéo et l'Internet pour mon fils. Eh ben, j'ai risqué d'avoir des maladies psychiques pour mon enfant, De quel genre de maladie vous voulez parler? Elle est devenue solitaire, toujours nerveux, supporte personne, elle veut rester tout le temps toute seule, même l'école, même... cette année, j'ai eu plein de problèmes avec lui parce que j'ai réagi mal déjà. Déjà, j'ai réagi agressivement. Stop, j'arrête ça, j'arrête ça. Et là, aujourd'hui, il est venu d'une façon... Il me fâche. Il n'a pas voulu venir parce que je l'ai arrêté le matin, le play. Et dans ce problème-là, je ne peux pas vous proposer une solution, de chercher avec vous une solution. Alors peut-être qu'on peut déjà reprendre sur effectivement la limitation des écrans et la question du sommeil des enfants. Si on a été déjà très simple, je ne sais pas à quel moment les enfants utilisent la tablette chez vous, la tablette, le téléphone, parce que le téléphone c'est extrêmement nocif, il y a les mêmes lumières bleues et effectivement, maintenant les enfants sans leur téléphone, on dirait qu'ils sont perdus. Alors déjà on pourrait faire appel à notre mémoire d'enfant. On n'avait pas de téléphone et on n'était pas tant perdu que ça. Je crois qu'on va essayer de trouver des ressources de maman et de papa pour pouvoir aider nos enfants à penser qu'on peut vivre sans téléphone. Et en tout cas, notamment à partir de certaines heures le soir, surtout s'ils en ont fait toute la journée pendant les vacances. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on essaye de limiter ça. Après, je vais aussi donner la parole, si tout est sans, parce que l'autre jour, on a eu un débat jeudi sur les questions de l'addiction et justement au numérique. Il y avait beaucoup de jeunes qui se sont sentis de prendre la parole. Et notamment, comment tu t'appelles, excuse-moi, Adem, qui peut-être va tout partager parce que tu as une expérience jeudi et aujourd'hui tu nous as dit quelque chose. Tu peux nous partager? Moi, ça fait... Maintenant, ça fait 3 jours que mon téléphone il est cassé. Je me sens bien libre. Ouais, je sors plus, je fais plus de choses avec mes parents. Et voilà. Et l'autre jour, tu nous as dit, parce que jeudi, tu étais malade, carrément. Tu avais dit, moi, sans le téléphone, je ne peux pas vivre. C'était ça que tu avais dit jeudi, tu te souviens? Donc, c'est quand même... Je suis impressionnée parce que jeudi, tu étais tendue, tu tapais du pied. On sentait que tu étais vraiment vraiment, ouais, c'est ça, dépendant. Tu étais en pleine crise de manque, ouais, tu le sais d'ailleurs. Et là, c'est vrai que cet après-midi, moi je t'ai vu, tu te balades avec tes potes. C'est impressionnant. 2 jours. Enfin, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 3 jours. Super, belle expérience. Moi aussi, jeudi, j'avais parlé. Je m'appelle Amine et mes parents, moi, ils m'avaient limité de play. Quelques jours, je pouvais jouer et les autres jours, je m'amuse avec mes cousins et tout. Et je suis mieux. Pour moi, je suis mieux. Ah donc c'est... Bravo, vraiment, ça c'est... Bravo. Moi, c'est pareil. Je m'appelle Alice et
dès que je joue à la play, ben, je suis normal. Et dès que genre, j'ai pas la play, ben, je me sens mieux. Ouais, donc c'est vraiment... Vous devez partager cette expérience avec vos amis, parce que c'est vrai que pour les mamans, c'est pas facile de mettre des limites. C'est vrai que l'expérience des... L'autre jour, une fille aussi disait, nous on a besoin des limites parce qu'on n'arrive pas à nous les mettre, mais aussi pour les mères et pour les pères. On a vu, et dans ces 3 jours, on a beaucoup aussi parlé de ça, c'est très difficile d'arriver à mettre des limites sans devenir agressive et tous ces conflits-là. Donc c'est vrai que pouvoir déjà se parler entre générations, donc avec les jeunes, ça c'est déjà un moment des confrontations, parce que c'est vrai que ça peut, quand le Dr Cross disait trouver ensemble, c'est pas que du coup quelqu'un a une solution, mais c'est vrai que partager déjà les problèmes et c'est parler déjà entre jeunes, entre parents, que ça n'arrive pas souvent, justement avec cette question aujourd'hui du numérique, la question de se parler c'est de moins en moins facile. Ce que je veux poser, à la place du play, ou bien bon, s'il s'arrête, il fait quoi après? Parce que moi, elle me demande toujours ça. Dès que j'éteins tout, elle me demande, eh ben bon, je fais quoi là maintenant? Il n'arrive même pas à apprendre la poésie à cause de sa mémoire qui est perdue là. Même pas, jamais qu'il prend la poésie. Moi, je vais répondre. Moi, quand je joue plus à la play, des fois, je m'amuse avec mes cousins, jouer au football et tout. Et c'est mieux de jouer. Ouais, voilà, il faut le limiter par heure et par journée. Par exemple, lundi, mercredi, samedi, par exemple. Et après, Non, les jours de l'école, c'est bon. Mais s'il n'y a pas l'école, chez moi, c'est interdit de sortir. parce que moi, Voilà, hein. moi, je joue les jours où il n'y a pas l'école. Les jours où il n'y a pas l'école, je joue pas. C'est rare que je joue les jours de l'école. Merci. Bonjour, moi c'est Dominique, mais moi je crois que quand on pose un interdit à son enfant, on éteint, il faut que nous, maman, on lui propose autre chose et de jouer avec. On a oublié de jouer avec souvent et se poser avec son enfant au sol, avec un jeu de société, faire un repas ensemble, faire un gâteau, voilà, il faut lui proposer d'autres acquisitions, c'est ça. Il faut penser au jeu, parce qu'on oublie de jouer avec en fait. Finalement ça les occupe, ça nous arrange aussi des fois. Et on oublie qu'on était capable de jouer, nous aussi, à se faire retrouver quelque chose qui nous lie, qui soit du jeu entre l'enfant et nous, entre son goût et nous, ce qu'on aime faire. Voilà, ça peut être cuisiner, ça peut être découper des tissus, faire une petite réalisation de tissu, un bricolage, un jeu de société. Il y a plein de jeux de société aujourd'hui qui sont très très intéressants, qui sont faciles, qui permettent à chacun de retravailler sa mémoire, d'être dans le jeu ensemble, c'est important. S'amuser. Voilà. Parce que si on l'interdit et qu'il s'ennuie, eh ben, il va nous en vouloir. Si on l'interdit mais qu'on dit ben, on va chercher quelque chose ensemble, à faire ensemble, qui nous plaît à tous les deux, ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, il faut se dire, ben, on réfléchit, on trouve, on cherche ensemble, on va à la bibliothèque, on va à la médiathèque, on va trouver un jeu, voilà. On fait, même regarder un film à deux, ou un truc à deux, déjà ça c'est faire en sorte qu'il soit plus isolé seul avec ses outils, ses écrans. Voilà. Voilà, ça peut être ça. On choisit un truc, on le regarde tous les deux, par contre, on en parle. Ça peut commencer comme ça, je crois. Est-ce que d'autres mamans veulent partager des expériences? Vous avez essayé de faire ça et ça marchait ou... Bonsoir, moi j'ai une expérience avec mes enfants parce que il faut faire des limites de l'écran. Moi à 9h c'est arrêté, pas de jeu, pas de portable, tout est éteint. On regarde un film ensemble jusqu'à 9h30, des fois 10h. Des fois s'il n'y a pas un film, au lit tout le monde. Moi aussi pareil, comme je ne regarde pas. Et ça j'ai réussi à faire. Et je vois que c'est une expérience que j'ai réussi à faire ça à 9h. Il n'y a pas d'écran à la maison, il n'y a pas de portable. C'est ça.
Bonsoir, je me présente Isabelle. Je suis mère de 4 enfants, dont un jeune majeur qui est borderline, ce qui veut dire sans limite, extrême limite. Il n'y a pas de limite. Donc, je favorisais le dialogue avec lui de manière à lui faire comprendre que le jeu, par lui-même, le fait de s'incruster les yeux dans l'écran, provoque de l'épilepsie sur la longue. Il y a des mots, des pathologies qui se développent par concentration sur l'écran. On en oublie qu'on est parent, on se sent seul. Quand on est à table, refus du portable, on fait des snaps, donc on prend des snaps qui sont là dans l'assiette. De véhicules sur Internet, sur Snapchat, sur Facebook pour certains autres. Mais c'est même plus la peine de dire à un enfant on va faire ton anniversaire sans que lui, par avance, il demande déjà ce qu'il veut. PS4, PlayStation, et on en passe. Et je suis contre ces addictions. Pourquoi? Parce que ça m'a éloigné quelque part de mes enfants, qui n'ont plus de père, donc je suis monoparentale. Ma fille a 16 ans. M'a demandé au jour de son anniversaire un iPhone 7 Plus. J'ai dit on ne demande plus, on demande est-ce que tu peux? Pas je veux. Ça leur apprend rien. C'est complètement inutile. Que d'aller se promener dans la nature ou faire un tour à bord de plage, c'est beaucoup plus agréable que de rester cloîtré dans sa chambre, de ne pas rester à côté de maman parce que la cuisine c'est gênant, il y a des odeurs, il y a ci, il y a ça, comment qu'elle fait pour supporter la chaleur. À se demander même si le téléphone va sous la douche. Donc il y a un moment, il faut savoir que stop. C'est à nous, parents, de mettre nos règles, d'appliquer nos règles. On a été inculqués, on nous a inculqué, nos parents nous ont inculqué nos règles, leurs règles, pardon. On a évolué avec ça. On est en deux, certes, on a évolué sur les générations, mais il ne faut pas oublier de remettre ces règles à vos enfants, sans penser à la génération qui suit. Il faut penser au bien-être et à l'équilibre de l'enfant. Parce que ça peut jouer sur le mental de l'enfant. Ça devient une maladie. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Bonsoir à tout le monde. La vérité, je trouve, moi, que c'est la technologie, les écrans, c'est un virus qui est rentré dans toutes les familles et on n'arrive pas à arrêter ou bien à se battre contre ça. On se sent seul, les enfants dans leur chambre, avec l'écran, téléphone, on ne sait pas. Même sur la table, on n'a pas comme avant l'entourage de la famille, la discussion. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mon fils? Qu'est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as fait ça? Il n'y a pas ça comme avant. Et la vérité, il faut qu'on est fort pour essayer d'arrêter ça. Parce que c'est trop. Il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait quelque chose. Bonjour, je m'appelle Cathy. J'ai un fils de 31 ans et une petite fille de 4 ans. Alors avec mon fils, je me suis bien trompée parce qu'on était en conflit permanent. À l'époque, c'était pas le téléphone portable et tout ça, c'était certains jeux et le premier ordinateur que je lui ai offert, c'était la fin de l'école, c'était la fin de plein de choses et j'ai pas su parce que je suis en conflit. Et maintenant, je copie sur les jeunes. C'est-à-dire, ma belle-fille, elle doit avoir, elle a 25 ans, ouais, c'est ça. Et il y a plein de jeunes autour d'elle et elles font pas du tout comme moi je faisais, elles se mettent pas en conflit. Elles sont tout le temps en train de négocier avec l'enfant. Là, c'est l'école. Donc ce soir, c'est 8h30, on arrête tout. Pendant les vacances, comme la dame, on a le droit à regarder ensemble un film jusqu'à telle heure où tu joues tout seul au jeu jusqu'à telle heure, etc. Et ils sont tout le temps en train de négocier. Donc moi, je copie. Quand elle vient en vacances, je fais pareil avec elle. Et je fais pareil pour ce qui est des sucreries ou des conneries comme ça, qui sont pas l'addiction numérique. Et en fait, ça marche très bien. Alors, je ne sais pas si je suis meilleure grand-mère que j'étais mère, mais je veux dire, il y a un truc comme ça dans la négociation avec l'enfant, lui faire comprendre que de toute façon, les parents, ils sont gaga, par affection et tout ça. Et donc de discuter avec eux, voilà, de se mettre d'accord. J'étais d'accord.
de se mettre d'accord si c'est possible. Enfin, moi, j'ai fait des grands progrès, hein, je vous le dis. Voilà. Et puis, ce que vous dites sur les règles, que nous, on doit avoir le courage. Moi, ma génération, on a voulu être très libre. Et en fait, bon, des fois, c'était dur. Donc, d'avoir le courage de dire, bon, bah, c'est comme ça, mais si t'es d'accord, c'est comme ça. Voilà. Merci. Mais puisqu'on est au témoignage, moi je veux témoigner aussi et dire que moi c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que moi c'est ma fille qui me dit que j'utilise trop et que ça suffit, il faudrait que j'arrête. Parce qu'effectivement je suis un peu trop devenue trop utilisatrice du téléphone, notamment chez moi, alors que bon, je suis pas le soir. Je suis déconnectée de mon activité professionnelle, donc il n'y a aucune raison pour que ça entrave mes relations avec mes enfants que j'adore. Mais même si je les aime, eh ben voilà. Donc c'est elle qui me dit maintenant, il va falloir que tu t'arrêtes, parce que ça suffit. On va pas. Enfin, voilà. Donc et je pense que on parle beaucoup de nos enfants, mais je pense que nous-mêmes, enfin certaines d'entre nous. Ont une utilisation peut-être un peu trop importante du téléphone. Alors soit en discutant parce que on aime bien tchatcher, donc mais c'est pareil, on n'est pas disponible là maintenant pour notre enfant, quoi. Que ce soit en écrivant sur l'écran, en regardant des trucs ou en discutant au téléphone. C'est en fait une question effectivement de disponibilité pour les enfants, je trouve. Hein. Voilà. Comme tout le monde raconte sa vie, moi aussi. Alors moi j'ai un neveu qui était tout le temps sur l'ordinateur à jouer sans arrêt, du matin jusqu'au soir, et il n'allait quasiment pas à l'école. Là. Et un jour il a été repéré par quelqu'un au Japon qui a trouvé qu'il était trop bon en jeux vidéo et il l'a embauché. Et il est parti au Japon, travailler au Japon. Il y a aussi des fois, le problème c'est toujours compliqué avec le numérique, ça dépend comment on l'utilise. Là, ça a été une chance extraordinaire, tout le monde pensait que cet enfant était perdu, et finalement il y a des sources dedans. Donc il ne faut pas, je pense que le diable n'est pas là-dedans, ça dépend, hein. Des fois il est souvent là-dedans, mais des fois il y a aussi des chances on peut aussi contourner. Parce qu'aujourd'hui, jouer le jeu vidéo est un marché énorme. Et je peux vous dire que si tu fais de la vidéo, si tu joues, regarde si tu peux pas avoir quelque chose encore. Fais-en plus, si ça peut te donner un boulot peut-être. Je vais dire un truc. Juste pour dire, attends, je dis un truc. L'industrie du jeu a un chiffre d'affaires supérieur au cinéma. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire que les Play, Nintendo et tous les jeux sur Android et PC, c'est au-dessus d'Hollywood, des séries, c'est beaucoup d'argent en fait. Voilà. Alors dernière réponse, parce qu'après on va voir notre petite capsule qui touche. Moi je vais pas raconter ma vie, mais je vais pleurer. Moi j'ai payé cette fois-là, ce mois-là, 290 € le box, la facture de box. 190 € l'achat des jeux de vidéo. Et bien pour être embauché, pour que mon enfant soit embauché en Chine. En Japon. Comment je vais payer là? Je voulais quand même rajouter quelque chose sur le deuxième reportage qui signifie clairement que les jeux vidéo ne sont pas tous dangereux, ils peuvent être constructeurs. Moi, en fait, en tant quand même que médecin pédopsychiatre recevant beaucoup d'enfants au CMT, je voudrais alerter les parents sur les jeux auxquels jouent leurs enfants. Je pense qu'ils se référaient à interdire au moins de 18 ans. Interdire au moins de 18 ans, c'est pas un hasard. Quand j'entends des enfants de 5 ans ou 6 ans me dire qu'ils jouent à GTA, je suis par contre très inquiète sur leur construction. Et là, je pense que s'il est écrit interdit au moins de 18 ans, dans notre époque, déjà, quand on interdit au moins de 18 ans, c'est que réellement, on pense que c'est vraiment difficile. Donc là, je crois qu'il y a aussi des jeux auxquels jouent nos enfants. Il faut qu'on sache qui est dedans. Voilà, souvent, on ne sait pas, ils jouent. Notre enfant joue, mais en fait, on ne sait pas quoi.
Et tous les jeux interdits aux moins de 18 ans, alors là, moi, je parle de ma position de médecin. Clairement, je pense que les enfants ne devraient pas y avoir accès. Ça, c'est déjà, quand vous les achetez, choisissez les jeux qui sont adaptés à leur âge. Déjà, si vous commencez par ça, ça sera un premier pas extrêmement important parce que sur la construction psychologique, sur le virtuel, la violence, j'ai plusieurs vies, etc., quand même, ça a eu des conséquences et ça a des conséquences. Donc voilà, des jeux de leur âge, mais bon, les Legos, c'est vachement bien. Voilà. Et les cartes aussi, vous avez vu, ils se sont éclatés avec les chaises musicales et vous aussi. Voilà. C'est vraiment des choses très simples. Les jeux, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher que les jeux vidéo. Et en plus, ça évite des conflits, effectivement, parce que quand on fait les devoirs, la cuisine, va coucher, va te laver, va te brosser les dents, finalement, on ne donne que des injonctions à notre enfant. Quand on joue avec, eh ben, on partage du plaisir. Et ça fait passer mieux la pilule du va te laver les dents ou demain, il faut te lever pour l'école. Oui, donc on va juste voir maintenant une petite autre vidéo qui touche encore notre argument sur les numériques. Alors, simplement pour expliquer ce qui va se passer maintenant. Alors, merci à toutes celles et ceux, puisqu'il y en a quand même 2-3, qui ont participé au débat. Là, on va donc maintenant vous passer à nouveau quelques petites capsules vidéo. Ensuite, donc Fatih va vous présenter le... Et puis, avant le deuxième débat, il y aura, après les capsules vidéo, une petite intervention scénarisée. Alors les capsules vidéo que vous allez voir, c'est des capsules de YouTube. Et celui qui les a fait, c'est un YouTuber. C'est quelqu'un qui gagne sa vie en travaillant sur YouTube, à qui j'avais demandé de faire des petits films sur le numérique et sur le téléphone, sur comment on vit au quotidien et comment on peut se retrouver exclu à cause du numérique. Donc voilà, on peut y aller. On va commencer par le téléphone. Coś I frigino correndo smartphone hanno forramine promoto suniente ficano ma che mi se nota from my chiesa horn dici sa che mi dunde tu prende che stringe from me camena passuscia che from mi cade sumien from me canali sambor e mi casticuna from mi cade Facebook dopo una che Instagram ne posso come ciabrlu metti sami con da pescati da pochi bambini con gli anni stingi pari schiemmi fotogrammi picchi sono sciatte da moda from pescati quelli che quanti parli che si una pochi maschi paris quindi che stai cina e la bom praticam dopo giammina macchine Romiani gastronomi shake mellow Sufabri. En moyenne, passe entre 5 et 10 heures dans l'ensemble des institutions que l'on a sur le territoire, que ce soit la CAF, la Sécu, la Poste, le Pôle emploi, les caisses de retraite et ainsi de suite. Et notre objectif à nous, c'est effectivement de faire prendre conscience aux personnes que la fracture numérique aujourd'hui, c'est pas simplement de ne pas avoir d'ordinateur ou de connexion, mais c'est aussi quand on a l'ordinateur et la connexion, quand on a l'incapacité d'utiliser ces outils. J'ai entendu certaines mamans parler de la difficulté qu'elles avaient à faire face aux addictions de leurs gamins. Eh bien, c'est une raison supplémentaire pour elles de s'équiper, de comprendre ce qu'est Internet, parce que le fossé, je veux dire, il y a une fracture numérique effectivement, ça entraîne une fracture démocratique et ça entraîne aussi une fracture familiale. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt à maîtriser au maximum ces outils. Kamel disait tout à l'heure revenir en arrière, qu'on le veuille ou pas, on ne reviendra pas en arrière. Parfois c'est dommage, mais en tout cas la société elle évolue et on se doit d'évoluer avec elle et de s'approprier les outils que l'évolution et le progrès nous donnent. Voilà. Il est important, à mon avis, que les gens sur ce territoire prennent conscience des dégâts que peut causer cette fracture numérique que nous avons appelée annumérisation. Voilà, donc je ne serai pas plus bavard que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bonsoir à vous. Attendez, juste avant que ça démarre, 30 secondes. Là, on va demander très clairement, encore une fois aux parents, on a besoin d'avoir du calme pour pouvoir échanger, pouvoir s'écouter. Les parents des enfants qui sont présents là, s'il vous plaît, on fait en sorte de pouvoir s'écouter. Donc si vous ne prenez pas en charge vos enfants, on n'y arrive pas, quoi. Donc on va vous demander de faire un cercle, de venir avec les chaises pour faire comme un cercle, s'il vous plaît. Merci. Pour pouvoir démarrer simplement et calmement. Et de façon conviviale. Ils sont à qui ces petits là derrière? Ouais. Vous pouvez les amener là-bas parce que on va faire un débat, ça fait 2 heures que je le dis. Mais non, ils sont pas bons, ça, je sais qu'ils sont pas bons. Hein. Ils sont à qui quoi? Il y a avec les arcs, non? Essayez de vous rapprocher, que ce soit plus chaleureux. Allez, vous perdre 5 minutes et que ce soit agréable pour tout le monde. Bon, comme les journées sont courtes, c'est pas encore l'été, donc on se présente. Moi je suis Fatih et je suis président de la communauté Emmaüs de la Pointe-Rouge, mais j'habite l'Estac et j'étais avant directeur de la Fondation Abbé Pierre, c'est pour ça que je suis dans l'aventure depuis 5 ans avec Ali et avec tout le monde ici. Voilà, et il se trouve que j'ai fait un travail sur... vous avez vu les films, c'est les films que j'avais commandés à quelqu'un qui travaille sur YouTube. Comme quoi, dans l'informatique, il y a du travail. C'est pour ça que j'avais expliqué que mon neveu faisait ça. Donc voilà. À toi. Donc, je suis Carmen Alberti, je suis psychologue sur le CP du 15e arrondissement, qui est rattaché à l'hôpital Édouard Toulouse. Bonsoir, moi c'est Isabelle Audry, je suis conseillère conjugale et familiale et je travaille à l'école des parents et des éducateurs, une association qui travaille l'accompagnement à la parentalité depuis 45 ans, 46 ans. Voilà. Alors bienvenue déjà, merci d'être présent. Donc pendant ces 3 jours, nous avons été rassemblés pour aborder les sujets autour du numérique. Le premier jour, le premier débat s'est fait autour du numérique et ses dérives et par le développement du cyberharcèlement et des cyberaddictions. Ensuite, hier, il s'est agi du numérique dans le champ de la santé, laissant apparaître une perte de la qualité du soin, notamment humaine, et ce qui apparaissait du point de vue assez tactile, puisque souvent les médecins n'ont même plus la possibilité d'ausculter leurs patients. Le développement d'outils numériques qui entraînent des changements conséquents dans la pratique de la médecine et du lien patient-médecin. Aujourd'hui, nous abordons le 3e et dernier volet de ces 3 jours sur les inégalités numériques. Voilà. Nous allons revenir un petit peu sur les mythes du numérique, c'est-à-dire les représentations qu'on peut en avoir tous par rapport justement à ces inégalités. Et donc pour ça, nous allons vous poser quelques questions sur les représentations que vous-même vous avez un petit peu sur ce qui serait un peu des inégalités dans ce domaine. Alors justement, à votre avis, quelle est l'inégalité qui vous paraît la plus flagrante
qui existent au niveau du numérique. Voilà. Est-ce que vous auriez un petit peu une idée pour vous, qu'est-ce qui est le plus flagrant dans ces inégalités? Est-ce que c'est l'âge, le sexe, le fait au niveau de l'habitation, de là où on habite, est-ce que quelqu'un a une idée un petit peu là-dessus? L'âge, qui est-ce qui a dit l'âge? Voilà, alors, oui, effectivement. Par contre... Alors, quand on a fait ce travail de préparation avec Carmen, finalement, on s'est vraiment référé à une enquête, notamment sur l'électronisme en France, une enquête qui a été faite en février 2018. Et il s'avère que c'est du côté des seniors de 70 ans et plus que l'inégalité apparaît. Alors, c'est vous dire que ces inégalités, elles n'apparaissent pas ni par rapport au fait de posséder ou pas l'outil, parce qu'apparemment, dans cette enquête, ce qui est révélé, c'est que la plupart des gens possèdent l'outil, mais sont connectés aussi Internet, même si jusqu'à présent, dans des endroits un peu retirés, ils n'étaient pas encore tous connectés. Sur le territoire français, on sait que de plus en plus les gens peuvent se connecter. En fait, c'est sur la capacité à utiliser l'outil. Et c'est là-dessus qu'en fait, on repère les difficultés des personnes. Est-ce que pour vous, qui êtes là usagers d'Internet ou même de l'outil, est-ce que vous-même vous avez pu constater des difficultés à pouvoir utiliser simplement le numérique, quel qu'il soit? Oui. Bonjour. Donc moi je vais parler en tant que professionnelle parce que je travaille dans un centre social à Savines. Je suis en référente famille et nous avons beaucoup de personnes qui viennent pour remplir des choses de la carte, de Pôle emploi ou pour pointer le Pôle emploi, enfin tout ce qu'il y a maintenant de numérique. Donc c'est compliqué pour certaines personnes puisque déjà pour moi-même c'est compliqué des fois, donc pour elles n'arrivent pas forcément. Il y a une personne en place qui est là pour les aider, etc. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué pour les personnes qui n'ont pas en fait accès tout simplement, puisqu'il faut, même si elles ont internet, il faut comprendre où aller, où cliquer, quelle case remplir, qu'est-ce qu'on peut scanner, parce qu'il faut tout scanner maintenant, donc s'il n'y a pas de scanner, ça ne marche pas. Et du coup ça crée vraiment des inégalités. De plus, à la Savine, il y a eu un plan en rue et il y a de nouvelles personnes des personnes qui ont déménagé dans des nouveaux logements et ils n'ont pas accès à Internet depuis à peu près 1 an. Parce qu'ils n'ont pas fait les branchements de la fibre, etc. C'est Marseille, quoi. Du coup, là, il y a vraiment, même par exemple, et là, en tant que professionnel, par exemple, quand on remplit des subventions à l'État ou à la CAF, il faut qu'on aille sur des portails sur Internet, etc. Et des fois, j'y arrive pas. Je demande à ma collègue qui est là de m'aider parce que moi-même, je comprends pas tout, quoi. Voilà, c'est mon intervention. Je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est pas la difficulté, elle est vraiment pour tout le monde. Même des gens qui ont des diplômes sont aujourd'hui dans la rupture de leur dossier d'administration. Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs que, tout à l'heure c'est Ali, c'est ça? Il y a aujourd'hui des associations qui sont financées, puisqu'il y a un programme qui a été fait l'année dernière qui s'attaque aux 13 millions de personnes. Donc c'est pas un petit peu, c'est 13 millions de personnes qui sont aujourd'hui, qui ont l'ordinateur à la maison, mais qui ne l'utilisent pas. Donc, et dans ce programme, ils ont prévu 100 millions d'euros sur les années qui viennent pour aider. Mais normalement, ils vont aider, les premiers à aider, vous savez qui c'est, ça va être par rapport à la CAF et à Pôle emploi. Et donc ces dossiers-là sont en train aujourd'hui d'avancer, mais bizarrement,
Celui qui finance ça, c'est pas l'État, c'est BNP, la banque, c'est Veolia, c'est comme quoi l'Internet, c'est pas uniquement un truc pour être démocratique, c'est aussi parce qu'ils veulent qu'on consomme et qu'on fasse faire des économies à la CAF. Parce que quand il n'y a plus de personnel, et c'est vrai partout, ils vont presque nous obliger demain à apprendre, parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Juste un exemple, celui qui est en interdit bancaire, il fait comment aujourd'hui? Tout se paye en ligne, et avec, si on est en interdit bancaire, on est exclu complètement des services. Pratiquement tous les grands services, toutes les administrations, et même les impôts. D'ailleurs, on déclare désormais ces impôts sur Internet. C'est plus de 20 millions de personnes qui l'ont fait l'année dernière. Donc et c'est pour ça que cette question de la rupture est très très importante. Et il faut se former, mais en même temps être très très méfiant, parce que ce qu'il y a derrière, c'est peut-être pas pour nous libérer ou pour faire de l'éducation populaire, c'est peut-être pour qu'on nous éduque à mieux consommer ce qu'ils nous vendent. Oui, moi je vous ai invité à regarder le numérique à l'intérieur d'une famille. Souvent le père ne comprend rien, et c'est sa fille qui va l'aider. Dernièrement, j'étais à la banque, grosse surprise pour le père. Sa fille, pendant qu'il lui demandait de retirer 50 €, elle en retirait 150. Et au bout d'un an, elle n'avait plus de sous. Voilà, les réalités concrètes. C'est une connerie, quoi. Oui, effectivement, ça peut arriver. Non, c'est des facettes, quoi. Oui, moi je voulais dire, en fait, je passe une formation depuis 1 an avec Jeunesse et Sport, et en fait, j'ai galéré pour avoir déjà l'adresse parce qu'ils n'avaient pas changé la bonne adresse déjà. Donc j'ai dû envoyer des mails, appeler, mais personne ne savait m'enseigner. Et en fait, ça fait 1 an que j'essaie de passer une VAE. Et donc j'ai eu un retour d'accusé de réception parce qu'ils n'ont pas traité mon dossier à temps alors que j'avais fait les bonnes démarches. Mais le fait que Internet ne marchait pas, que ça buguait, que mes horaires n'étaient pas appropriés par rapport au bureau, donc je ne pouvais pas m'y rendre directement, et ben voilà, donc ça bug, après c'est pas les bonnes informations, et du coup ça fait 1 an que je galère pour avoir une VAE qui dure 6 mois. Voilà, donc ça me pénalise pour les emplois. Et j'ai l'expérience, mais voilà, donc c'est aussi un problème, voilà. Pour préciser, VAE, c'est la validation des acquis qui permettent l'accès à avoir un diplôme. Hein, voilà. Par l'expérience professionnelle. Alors, justement, près d'1 tiers des Français ont déjà renoncé à faire quelque chose sur l'ordinateur parce qu'il fallait utiliser Internet. Et ça représente 5% des Français, donc 2,4 millions environ de personnes. Et comme tu le disais, Fatih, d'ici 2022, toutes les structures institutionnelles de l'État, impôts et autres, tout sera informatisé. En tout cas, c'est leur objectif. Alors, on lit des sondages, on lit des enquêtes, comme quoi ils vont installer l'Internet partout en France, parce qu'il reste encore des zones blanches, hein, on le disait, dans les coins retirés, en montagne, en campagne, on n'a pas Internet comme ça, hein, mais c'est l'objectif de l'État. Alors après, effectivement, ça fait un petit peu froid dans le dos, parce qu'en termes d'humanisation, c'est compliqué. Bonjour. En fait, il y a des analphabètes. Comment on fait à l'État de faire des... Je n'ai pas trouvé le mot. C'est à l'État de faire des démarches, c'est pas des démarches, des entretiens, pour les gens qui savent pas faire l'Internet. Moi, c'est mon mari qui gère tout. Par contre, je sais lire, écrire et tout. Mais je sais rien de l'Internet. Rien. C'est mon mari qui gère tous mes papiers, j'ai un coach. Oui. Tout à l'heure, Ali, il vous a parlé de formation. Oui, on en reparle. On va le réintroduire parce que c'est important de le rappeler. Oui. Après, excusez-moi, moi
J'entends bien, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de subir et se dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre. Moi, j'habite dans un petit quartier. J'ai de mon voisin, je m'occupe de ses papiers. Ma voisine d'en haut, on s'échange quelque chose. En fait, moi, j'ai pas de machine à laver. J'utilise son lave-linge, son lave-linge. Je lui rends des services sur l'ordinateur parce que je suis plus douée qu'elle. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut sortir, parce que des réponses, il n'y en aura pas. Des réponses, c'est un peu nous qui allons nous les créer. Il faut sortir du truc d'attendre d'en haut qu'on va tout nous proposer. On peut s'échanger avec les voisins. J'ai eu pendant quelques années la collection avec ma voisine, on l'a payée à 2. Il faut un peu regarder ses voisins aujourd'hui, se dire, ben tiens, peut-être avec mon voisin, il est sympa, peut-être qu'on pourrait se sourire, peut-être qu'on pourrait se reparler, et peut-être qu'on pourrait se rééchanger des services, et ça fonctionnerait beaucoup mieux, on serait beaucoup moins dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'on nous propose là-haut. Voilà. C'est très juste. Et effectivement, vous introduisez des choses qu'on a mesurées, qu'on a notées, et on avait aussi envie de... Les voisins gagnent beaucoup plus d'argent que l'autre. Il n'y a aucune... ça ne nous empêche pas de se mélanger des gens. On est tous différents. On a des voisins culturels. On a des voisins, ils s'enferment aussi. On va les taper et leur dire, moi, je me fais des voisins, moi. Je suis bien gentil. Je vais voir mes voisins, je leur amène à manger. Allez. Mais eux, il n'y a rien. On retourne. Oh. Zora, va chez toi. Bonjour, bonsoir. Et ciao. Hein? Je ne vois jamais mon voisin. Moi, jamais. C'est moi qui t'ai parlé des voisins. Je suis gentil, moi, je suis la Moi, je pars du constat, en fait, qu'effectivement, en 2022, plus d'accueil du service public, c'est programmé, c'est politique. C'est un constat. C'est un constat qui arrive sur la figure. Mais j'ai pas envie de me plaindre. Je suis comme vous, j'ai ma minima sociaux, mais j'ai un regard positif. J'ai pris le train en marche de la numérisation. Mais je vois aussi tous les usages que ça permet de positif. Et j'ai envie de dire, formons-nous ou essayons de prendre ce train en marche du progrès, puisqu'il nous arrive dans la figure, autant essayer de le prendre en marche. Qu'est-ce que ça nous permet? Mais de voir notre famille qui parfois est très loin et de pouvoir communiquer avec eux, ça permet d'être beaucoup plus autonome et rapidement, d'avoir un traitement de dossier et de pas avoir forcément de créneau horaire qu'il faut respecter, on peut le faire le soir. Ça permet quoi? Aidez-moi. Et du coup, j'ai envie de dire, le contact avec les gens, les bons petits plans, parce qu'il y a des bons petits plans sur Internet aussi, qu'on n'a pas dans la réalité, parce qu'il n'y a pas de coût d'impôt sur Internet. Ils n'ont pas ça, en fait. Les structures qui vendent, et on a des billets d'avion à 20 € pour aller en Algérie, Ryanair, blablabla. Non, mais je veux dire, on a des bons plans. Il y a des bons plans, ils existent aussi. Et j'ai envie de dire, il faut aussi pouvoir regarder le positif que ça nous propose. J'ai aidé des personnes à essayer de se numériser via des associations, dont Emmaüs Connect. Il y a beaucoup d'associations là maintenant qui accompagnent des gens à zéro. Je veux dire, c'est l'accompagnement, il n'y a aucun coût, aucun frais. Et saisissons cette chance. J'ai envie de dire de saisir cette chance parce qu'il y a aussi plein de bons plans et même si ça va changer la société, c'est clair, mais il faut pas le refuser en fait, j'ai envie de dire. Il faut l'accepter et prendre le train d'avance et voir son intérêt. Et j'encourage les gens à aller vers ces associations en fait et à essayer de se numériser. Merci. Oui, voilà, donc oui. C'est vrai, pour moi, moi je suis un jeune, j'ai grandi dans
j'ai grandi dans Internet. Moi, je trouve ça dommage maintenant dans le numérique, il n'y a plus de contact humain. Il y a plus de, ça veut dire qu'on va avoir une personne. Le courrier à l'époque, ça n'existait pas du tout, parce qu'il y avait ce numérique-là. À l'époque, on envoyait un courrier, on avait la réponse avec impatience. Maintenant, on envoie un mail, il n'y a plus le retour, il n'y a plus le même sentiment que là qu'à l'époque. Ça a perdu avec les années. Avec un courrier, avec un contact avec une personne, ça c'est humain. Moi je trouve que maintenant le numérique, ça sert pour moi, ça ne sert à rien parce que j'ai pas en face de moi une personne humaine avec qui je peux me contacter. L'humanisme avec le numérique s'est perdu au fil des années. Bon voilà ce que je pense de mon point de vue personnel. Voilà, moi je voulais juste rebondir sur le monsieur, ce qu'il disait, donc sur le monsieur là. Pour les loisirs et tout, excellent, ça marche bien. Tout ce qui est administratif, formation, tout ce qui est aussi adresse, le temps. Moi j'ai perdu 1 an, j'ai 2 diplômes à passer, je galère depuis 1 an et demi. Et pour tout ça, franchement, ils sont pas au point. Et la CAF, si vous êtes dans des centres sociaux, un coup ça bug, un coup ceci, un coup cela, un coup vous êtes tombé là dans la journée, il y a toujours quelque chose. Donc c'est franchement pas simple, c'est pas mis en place. Voilà ce que je voulais dire. Pour les loisirs, oui. Les loisirs, oui, mais pour les formations, tout ça, tout ce qui est administratif, c'est vraiment hyper compliqué. Voilà. Voilà, j'ai un dernier mot. Après, voilà, c'est vrai que l'argent, comme on dit, où va l'argent, tout ça. Après, malheureusement, dans notre pays, en ce moment, on vit des heures, des moments assez difficiles. Et moi, je dis que ce passage d'Internet, de Facebook, de multimédia, il n'y a pas... Oui, former, c'est bien. Mais après, on nous vend des rêves. Oui, je suis formé à l'informatique, ou ici, aux personnes âgées, aux personnes illettrées. C'est vrai que notre population française est maintenant, la moyenne d'âge est élevée, mais où va cet argent? Nous, on ne sait pas, on n'est que citoyens malheureusement. Mais voilà, juste où va cet argent? Pas de réponse. Voilà. Moi, quand je vais pointer pour la CAF et tout, on doit déclarer là pour le RSA, on doit pointer. Moi, je vais dans un taxiphone. Les taxiphones, ils m'aident beaucoup sur Internet. Ils m'aident beaucoup. Voir qu'à l'extérieur, on peut trouver aussi de l'aide quand on n'a pas l'outil à la maison. Quand je vais par la CAF, moi, tous mes papiers administratifs, je les fais au taxiphone. Parce qu'ils ont l'imprimante, ils ont le scanner, ils ont tout, voilà. Vous payez le service? Est-ce que vous payez le service? Je paye pas beaucoup. Oui, ça va. Sauf Le que service. ce qui était gratuit hier ne l'est plus. Voilà, c'est ça. Non. Mais oui. Moi, je trouve. Mais bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, pas faire grand chose. Non, tu peux rien faire malheureusement. Parce que je vais à la CAF. Ils te disent, toi tu fais la queue, tu demandes ce que tu veux, ils te disent, on peut rien faire. Il faut faire sur Internet. Imaginez, la personne ne sait pas faire sur Internet. Oh, heureusement que j'étais à l'école, moi. Hein. Heureusement que... Dieu merci que j'ai fait des études. Voilà. Ça me permet d'aider mes enfants. Voilà. Voilà, c'est ça. Et j'aide mon mari aussi. J'aide mon mari parce que mon mari, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Voilà. Je l'aide, je lis le courrier, je fais des lettres. Je fais des lettres parce que moi j'ai des problèmes de logement. Là, ça va mieux. Là, ça va, ils m'ont répondu positif. Ils vont me donner un appartement. Ils m'ont dit merci beaucoup. Voilà. C'est grâce à... Moi, je fais des belles lettres. J'écris, quand j'écris, je sais ce que je veux. Je sais mes mots. Et après... En fait, vous avez des richesses intérieures, des compétences. Juste par rapport malheureusement à la numérisation en 2022 et au manque d'accueil dans les services, donc de l'État ou autre, malheureusement, souvent dans ces services-là, le matériel informatique n'est pas adapté du tout. Il
il y a ce problème-là. On a des matériaux informatiques complètement vieux et un manque de personnel, ce qui explique que ça contribue encore plus à l'éloignement des publics. Voilà, parce qu'il faut se rendre compte qu'aussi, ça aussi c'est expliqué. Dans l'attente de 2022, il n'y a rien qui est renouvelé, donc c'est pas adapté, c'est complexifié, et en plus on ne peut pas accueillir les gens pour les renseigner. Bonsoir. J'ai envie juste de dire un truc. Quand vous avez tous remarqué, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui. Si par exemple, il y a des bénévoles, on va dire, spécialisés dans le domaine, par exemple, l'internet, l'informatique, elle va par exemple donner 1 heure par jour. Par jour, pas de la semaine complète. Par exemple, la semaine complète, juste une fois par semaine, 1 heure pour aider les familles, ça va faire du bien. Hein. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, comme l'association que je participe aujourd'hui, la maison de famille, il y a beaucoup de choses. Par exemple, s'il y a, on va dire, un spécialiste dans l'informatique ou l'internet, comme ça va 1 heure par semaine, ça va aider beaucoup de familles. Moi, c'est mon point de vue. Et bonsoir et merci à tous. Merci à vous, merci de votre témoignage. C'est de dire que sur certains territoires, il manque encore au niveau de l'aide, hein, c'est ça, pour que tout le monde puisse apprendre à utiliser Internet et même outils, voilà. D'accord, ça c'est quelque chose qui peut être peut-être repéré, alors ici déjà, après sur le reste du territoire, je ne sais pas, si effectivement on rencontre aussi ce manque à la fois de personnes qui puissent être aidants pour les personnes qui n'ont pas la capacité d'utiliser. Dans les grandes villes, c'est moins difficile qu'à la campagne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et alors, parce qu'il y a 2 types de zones, je vais vous donner les informations. Il y a les zones blanches, il n'y a carrément pas de téléphone qui passe et pas d'ordinateur. Donc ça représente, je crois que c'est 541 communes en France, il n'y a même pas ça. Après, il y a les zones grises, ça représente 1/3 du territoire. Et là, dans ces zones, on met 10 minutes, un quart d'heure pour avoir la connexion. Et donc, on a quand même la chance, dans les grandes villes, comme à Marseille, d'avoir un système qui peut fonctionner. Après, le gros souci, c'est les difficultés que les personnes ont pour accéder eux-mêmes. Dans le film, vous avez vu qu'il veut commander, il va se faire un truc en carton parce qu'il vit dans la rue. Et c'est quand même en France, c'est 150 000 personnes qui vivent dans la rue. Et c'est ceux qui ont le plus besoin des services. Mais comme tous les services, il va falloir aller sur Internet. Du coup, ils n'ont plus accès. Donc c'est pour dire à quel point cette question de l'informatique qu'on nous impose va mettre des gens de côté. Tout à l'heure, tu as parlé des personnes âgées de plus de 70 ans. Elles s'y mettent, et celles qui vivent dans les zones blanches et dans les zones grises sont souvent les personnes âgées, parce que c'est à la campagne. Et du coup, ils ont le handicap, parce qu'avec l'âge, on a moins de facultés, de facilité à apprendre vite. Et en plus, ils sont dans des zones où on n'accède pas. Donc en France, il faut considérer que c'est pas beaucoup, mais 1 million de personnes qui seraient dans cette situation de vouloir, mais de ne pas pouvoir, parce qu'ils sont soit à la rue, soit ils habitent dans une campagne où il n'y a pas d'internet et pas de téléphone portable. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a des gens qui n'ont même pas de téléphone portable, pas le smartphone. Donc voilà, il y a aujourd'hui des difficultés, mais c'est ce que je vous disais, les entreprises aujourd'hui cherchent à effectivement avoir le maximum de clients. Donc pour eux, c'est important qu'on y soit à Internet. Donc pas d'inquiétude, on va tous y arriver si on a de l'argent pour pouvoir consommer. Parce que l'administration, on ne consomme pas, c'est eux qui vont consommer notre argent. Quelqu'un qui veut intervenir? Oui, je voulais juste intervenir aussi sur les difficultés que certaines personnes peuvent avoir pour utiliser Internet. Je me disais aussi que peut-être par le biais des jeunes qui ont peut-être plus de facilité parce que les jeunes actuels
aussi, il y a quelque chose de plus instinctif pour eux, peut-être qu'ils peuvent aussi aider les personnes qui n'y arrivent pas. Et je voulais aussi rebondir juste sur le fait que ça manquait d'humanité Internet. J'aurais voulu nuancer un petit peu ça aussi, parce que Internet, ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on peut aussi communiquer avec beaucoup de personnes dont on n'aurait pas l'habitude de pouvoir communiquer, des personnes qui peuvent être atteintes de maladies, qui ont du mal à en parler avec d'autres personnes. Par le biais d'Internet, il peut y avoir des groupes, des soutiens qui peuvent du coup rendre quelque chose de plus humain que... En tout cas, des espaces qui permettent une libération de parole. C'est ça que les gens pensent. C'est juste. Je peux me permettre juste de préciser par rapport à ça, parce que je travaille dans la psychiatrie pour les jeunes adultes aussi, de repérer qu'effectivement, il y a des jeunes, à travers les jeux qui sont isolés, qui ont des difficultés de sortir, à travers les jeux, arrivent quand même à être en lien avec d'autres personnes. Et déjà, c'est déjà pas mal dans la mesure où ils rencontrent d'énormes difficultés à pouvoir sortir et être dans le lien avec les autres. Voilà, donc c'est bien aussi, effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que parfois ça pouvait aider dans tous ces jeunes-là. Attendez, il y a sur le combat chez toi. Je le regarde, c'est ça. Là, moi, il y a le truc, le Viper aussi. Le Viper, ça sert. Ça sert beaucoup parce que on contacte. Non, moi je contacte mon frère avec lui. J'ai un frère, bon, il vit seul. Ça fait que tous les jours je l'appelle. Je l'appelle sur le Viper. Je mets le Viper, même pour la famille, il faut voir la famille. Je vois mes frères, mes sœurs. Viber, c'est très bien le Viber. On voit la personne dessus. S'il n'y a pas le Viber, comment? C'est vrai. On va laisser ça fait plaisir, on voit la personne, on rigole avec eux. On va laisser la parole. Alors, pour rebondir effectivement à ce que disait le président Emmanuel, c'est vrai qu'il ne faut pas se perdre en fait quand on rentre sur Internet, parce que c'est un labyrinthe où on essaye de nous faire consommer. Et le sujet, j'ai envie de dire Internet, c'est comme un outil. Il faut que ça reste qu'un outil en fait, un outil de notre vie qui nous facilite la vie. On a fait le bon. Et on fait des efforts pas possibles pour monter ces journées. Alors, je vous demande juste de faire un petit effort, occupez-vous de vos enfants, quoi. Je suis pas là pour ça. D'accord? Après, on va avoir un spectacle aussi. Donc, prenez un peu sur vous, allez les promener, ou bien, je sais pas, mais je sais pas faire ça, quoi. D'accord. C'est pour moi qui les ai fait, ces enfants, non? Non. On ne peut pas être responsable. Et c'est vrai qu'il faut garder le sujet de pourquoi on est parti sur Internet. Pour les personnes âgées ou qui sont éloignées d'Internet, des tablettes où on n'a plus tant de code en fait à mettre par rapport à l'ordinateur, ça a été une grosse avancée. On est plus ces applications une fois que c'est installé. Ça simplifie la numérisation, on va dire, pour les personnes qui sont très éloignées d'Internet, qui n'ont pas connu Internet, comme moi j'ai pris le train en marche. Mais je comprends très bien qu'on n'ait pas pu le prendre aussi. Et Internet, ça n'a que 20 ans, en fait, ça fait 40, ça fait 2 générations. Et on nous impose déjà, en fait, de devoir s'y mettre. On aurait dû attendre au contraire, en fait, quoi, pour que ça marche. Et, donc, du coup, non, c'est pas le cas. Du coup, les tablettes, c'est vachement facilitateur pour les personnes qui sont vachement éloignées d'Internet.
Et il n'y a pas autant de sollicitations à consommer que sur l'ordinateur, je trouve, ce qui permet d'utiliser finalement Internet comme un outil de communication, d'administration, voilà, de consommation. Voilà. Il y avait monsieur derrière. Internet impose maintenant, le gouvernement, donc le ministère actuel de l'Éducation nationale, veut le mettre à l'école. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants maintenant vont travailler sur des tablettes. Donc on va bien aussi que c'est un projet concours mis par l'Éducation nationale. Et Internet, c'est bien, mais ça tue aussi. Il ne faut pas oublier que c'est aussi Internet. Il y a des adolescentes, des adolescents qui meurent à cause d'Internet. Il y a un taux de mortalité à Internet qui est très important. N'oublions pas aussi, c'est beau, c'est rose. Mais Internet, ça tue. Donc faites attention aussi, quand vous êtes parents, de prévenir vos enfants. Voilà, le message. Alors, effectivement, ce que tu dis est juste, et c'est un débat que nous avons eu le premier soir. Alors, on peut dire des choses, mais effectivement, c'est toujours important de rappeler. Il peut y avoir des soucis. On reste sur les inégalités, donc on va continuer. Oui, du coup, pour rebondir sur les personnes, donc pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui ne peuvent pas déclarer tout ce qu'il faut par rapport à ça, mais il y a également des personnes que moi je peux voir tous les jours qui ne connaissent pas leurs droits en fait. Il y a également Internet, etc. Mais il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils ont le droit. Et c'est le droit commun, c'est leur droit. On va prendre la CAF pour pas citer. La prime d'activité qui a été quand même depuis 2 ans et demi à peu près. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent l'avoir. Donc en fait, ils ont 2 ans de retard. Ils ont perdu. Ils auraient dû avoir des droits qui n'ont pas ouverts. Et en fait, à chaque fois, on prend ces personnes, on leur explique, voilà, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça. On tente, et c'est là que c'est en rencontrant quelqu'un du centre social qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent avoir droit à ça, puisqu'ils n'ont jamais personne en contact, en fait. Donc voilà. Par rapport à dire là, sur ce que vous venez de dire, mais moi je me pose la question, est-ce que le numérique là crée quelque chose de plus? Parce que moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis bien longtemps, hein, du fait de ne pas connaître ses droits et de ne pas bénéficier. Je ne sais pas si le numérique là vient en rajouter ou. Je crois que c'est le contraire. C'est-à-dire que les classes moyennes qui n'accédaient pas autant que ça aux droits, aux questions de droits en tant que tel, aujourd'hui ils y accèdent parce que, même pour tout, pratiquement, on peut accéder à une information infinie. Il faut savoir l'utiliser. Et les gens les plus fragiles, les gens analphabètes, les gens qui savent lire et écrire mais qui n'ont pas fait de grandes études, ceux-là ont des difficultés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le service de l'État, qui s'appelle servicepublic.fr, a reçu en 2017 290 millions de requêtes. 290 millions. La CAF a des interférences par mois de 40 millions de gens qui sont en communication. La réalité, ceux qui sont exclus sont les gens les plus fragiles, ceux qui gagnent le moins, ceux qui sont les plus vieux, ceux qui ont des connaissances sur le plan scolaire ou sur le plan de l'écriture et de la lecture, qui est la moins importante. Quelqu'un qui est analphabète, il est exclu d'avance et il va être de plus en plus exclu. Et donc la question que vous posiez tout à l'heure, madame, même si vous savez lire, comme vous avez peut-être pas toutes les clés encore aujourd'hui, il faut à tout prix se former. Il faut à tout prix. S'il faut, il faut faire un petit peu de cours de français parce que c'est aussi des langages. Non mais parce qu'il y en a qui, je vous explique pourquoi, parce que tout à l'heure... Ah, ça, c'est vrai.
il y a cette question. Mais ce qui se passe, c'est ce qui se passe aussi, c'est que les gens ne veulent pas y aller à cause du temps, de la patience, puis à cause de la technique qu'il faut et des mots. Et donc il y a aussi tout ça qui joue. C'est un environnement. C'est codé, hein. Et c'est très codé. L'Internet, c'est pas un mot pour jamais. C'est pas un mot pour jamais. L'Internet, c'est par l'amour ou jamais. Non, c'est par nécessité. Fatih, je veux un contre-pied avec ce que tu dis là. D'un pays à un autre, sociologie différente, les gens qui sont les plus fragiles, eux, ont une utilisation de l'Internet. Après, ça me fait expliquer, tu vas en Algérie, les gens qui sont plus pauvres, 80% utilisent l'Internet. Et 80% de cette population, ils ont moins de 20 ans. Donc déjà, on a un critère en disant que déjà c'est une question de génération. Non, donc parce qu'on parlait de la France. Tu vois, en Afrique, tous les transferts d'argent se font sur le smartphone. Pratiquement, d'ailleurs ils n'ont pas de banque, alors comment vous voulez faire? Du coup, les banques, c'est pas les gens qui l'ont développé, c'est les banques qui l'ont développé parce que du coup elles faisaient les transferts, les gens qui depuis la France envoient de l'argent là-bas, et on parlait des communications tout à l'heure, les communications c'est effectivement ce qui s'est le plus développé. Mais la grande difficulté avec la France, c'est que la France, elle est en train de dématérialiser l'ensemble de ses services publics. Et en 2022, le gros risque, c'est que les plus fragiles, même ceux qui savent lire, vont être dans la difficulté. On ne peut pas, on n'a pas le droit de nous obliger à ne passer que par là. Il faudrait d'autres recours, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ceux qui sont d'interdit bancaire. Il faut qu'ils aient la possibilité d'acheter si on leur les interdits bancaires de l'autre côté. C'est 500 000 personnes, c'est 1,5 million de personnes qui sont interdits bancaires. Voilà. Moi, je parlais sur la dimension sociétale. Après qu'on a l'administration et que les banques l'utilisent, je peux aussi te donner une autre fonction de l'utilité du numérique. Les premiers qui ont su se saisir des bénéfices du numérique, c'est les trafiquants de drogue, c'est avec le truc de clandestin. Eux, ils ont très vite compris, quoi. Parce que le numérique, qu'est-ce qu'il fait? Il rend invisible toutes les choses. C'est fait pour eux, ça. Bon, juste par rapport à ce que vous disiez, en fait, ce qui en fait revient aussi là dans le débat, c'est cet accompagnement. C'est-à-dire que je pense que c'est comme si on était un petit peu à la croisée là, de deux chemins, et effectivement l'accompagnement à l'accès, l'utilisation de l'outil paraît vraiment plus que nécessaire, à savoir à développer et à générer aussi peut-être un peu plus dans ce que vous disiez d'entraide. Et donc voilà, c'était un petit peu sur quoi on avait un petit peu nous conclu, mais juste peut-être vous dire aussi que par rapport à ces personnes qui restent en marge, c'est-à-dire ceux qui abandonnent le fait d'aller vers le numérique, c'est dire que quand même une grande majorité de ces personnes, ça a été un petit peu relevé dans l'enquête, c'est que ces personnes ont envie de progresser, ont envie d'être aidées. Donc il y a quand même, là on avait relevé 54% de ces personnes qui avaient abandonné, auraient envie quand même de poursuivre un peu cette aventure. Et il reste quand même une minorité, on va dire, qui vraiment, eux, ont complètement abandonné parce qu'ils trouvent que ce n'est pas utile ou qu'ils n'ont pas la possibilité du tout d'avoir accès à l'outil. Voilà. Et c'est ce dont parlait Fatih, c'est pas cette population déjà qui est en marge. Voilà. Alors, mis à part par rapport à l'administratif aussi, enfin là je lance un pavé dans la mare. Moi, il n'y a pas que les ados, les mamans, ça fait longtemps que je travaille dans l'animation. Tout ce qui est Facebook, Snap, moi je suis nulle, mais par contre vous savez bien les gérer, quoi. Donc quand ça vous intéresse, les mamans aussi, je vous vois avec les portables et tout, avec ça tape, avec dans le bus et machin, et que j'ai le truc et le truc et machin, vous savez très bien vous en servir.
Donc quand vous êtes motivé pour parler avec les copines aussi, vous arrivez à enregistrer les choses. Mais pour les papiers administratifs, ok, ça bug, je suis d'accord, mais pour les choses qui vous intéressent, quand même, vous y arrivez plutôt pas mal, quoi. Mieux que moi. L'utilisation qu'on fait le plus au niveau du numérique, je les vois les mamans à l'école. C'est justement l'accès à l'information. Mais les mamans, le Snap, le Facebook, elles savent bien le gérer, il n'y a pas de problème. Oui, tout ce qui est tant mieux, à la limite. communication, Skype, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Désolée, je sais que je viens des copines, mais... Bonsoir. L'informatique peut être... je m'appelle Hossein Zouaoui. Et donc, je travaille dans une collectivité au sein du conseil départemental. Pour des réductions de budget, ils ont mis en place donc, de l'informatique pour les rendez-vous. Voilà. Donc, pour éviter donc, qu'il y ait une secrétaire donc, en permanence qui puisse être là, présente au téléphone et prendre des rendez-vous. Eh bien, ça mène souvent à l'exclusion. Il y a des personnes qui ne peuvent pas donc exploiter cet outil-là, et pour prendre des rendez-vous en pédiatrie, par exemple, eh bien, voilà, donc il faut qu'elles se déplacent et elles ont ces difficultés-là. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais pour celles qui ont des difficultés a du mal à utiliser cet outil-là, ça les mène à l'exclusion, mais ne pas avoir ces consultations-là. Bien sûr. Voilà. Donc, merci pour votre témoignage. Non, parce que, bonsoir, avant tout. Voilà, je voulais juste répondre à la dame, là. Tout à l'heure, elle a dit pour les mamans qui servent pour le Snap, les trucs. Moi, je suis une maman, j'aime pas le Snap, parce que j'ai interdit pour ma fille. Ni le Snap, ni le Facebook, j'ai rien. Je sers le téléphone, c'est vrai. Mais par contre, pour les gens, c'est vrai, moi, je sais lire et écrire. Mais j'ai pris l'Internet à force parce que quand je veux, je peux. Voilà, c'est ça, je voulais dire pour les femmes qui disent on ne peut pas faire l'Internet, je ne peux pas. Mais avec le temps, si on veut quelque chose, on peut le faire. Voilà. Merci pour votre témoignage et cet encouragement. Oui. Alors, il y avait un monsieur là-bas, d'abord. Allez-y, monsieur. Oui, voilà. Juste encore, oui, on nous fait vendre de réhabilitation numérique, il n'y a pas de souci, j'entends bien. L'État propose encore de mettre sur la table la clé, la formation, de sortir pour proposer aux personnes accès à Internet, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce côté humain avec la personne aussi qu'on oublie, aussi beaucoup, dans 99% des cas. Internet, ça n'arrange pas tout. Vous disiez, monsieur, on veut remplacer des secrétaires, c'est comme à la caisse. Maintenant, à la caisse, on remplace des caissières par des machines. Le contact humain et social se perd en France, malheureusement. Et aujourd'hui, dans la rue, on se bat pour que ça ne se perde pas. On faisait comment à l'époque, dans les années 80, 90? Il n'y avait pas tout ce problème d'Internet. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait ce courrier, cet échange-là, cet amour qu'on avait avec d'autres personnes, qu'on pouvait s'entretenir. Maintenant, ça n'existe plus. On vit à travers ça. Et il faut aussi, peut-être même là, on dit la CAF, pas la CAF, nanana, mais on vit dans un système, malheureusement, c'est désastreux. Internet, ça nous a tués. Voilà. Alors, bonjour Marianne. Je voulais juste. Tout à l'heure, j'ai lancé l'histoire des personnes âgées. Tu sais, vous disiez quelles sont les catégories. Alors, pourquoi je parle des personnes âgées? Parce que moi, je suis médecin. Et effectivement, ce que vous disiez, monsieur, sur les consultations pédiatriques, ça vaut pour toutes les consultations, quasiment maintenant, que ce soit par Doctolib ou même quand vous voulez accéder à des consultations hospitalières, il y a de plus en plus d'établissements privés et publics pour lesquels vous devez passer par Internet pour pouvoir, ou alors par une plateforme, taper sur 1, sur 2, sur 25, mais si vous n'êtes pas dans la bonne case, vous êtes foutu. Et donc pour avoir l'accès
à des rendez-vous médicaux, donc l'accès à la santé. De plus en plus, vous devez passer par Internet, et il se trouve que que plus on avance en âge et plus on consomme du soin, parce que par définition, quand on avance en âge, on a des problèmes de santé, on vieillit et on a des problèmes, on n'entend pas bien, on voit pas bien, on a le cœur fatigué. Enfin, pour des tas de raisons, on a de plus en plus besoin d'avoir recours aux soins. Et ce sont ces personnes-là qui, donc, vous disiez plus de 70 ans ou quelle est la limite, 70 ans et plus. 70 ans et plus, qui effectivement n'ont pas accès. Et donc là aussi, non, ça creuse les inégalités, surtout ça creuse les problèmes de santé, parce que plus on s'éloigne de la santé et plus on est malade. Alors bon, après ça peut résoudre un certain nombre de choses, parce qu'on va mourir, jusqu'à présent, l'espérance de vie grimpait, je pense que, on est en train de stagner, et très probablement, la courbe est en train de s'inverser pour des facteurs multiples, mais entre autres celui-là aussi. Aussi. Juste, et je finirai par ça, pour faire ces journées, tous les ans, on fait des demandes de budget à l'Agence régionale de santé, puisque ces journées, elles sont en lien avec la santé mentale. Cette année, on nous a expliqué qu'on n'aurait pas de sous. Alors vraiment, la seule possibilité d'avoir des sous, c'était de promouvoir le numérique en tant qu'outil de santé ou outil d'accès à la santé. C'était la seule manière de pouvoir... Il fallait tourner nos dossiers de demande de subvention dans ce sens-là si on voulait avoir un financement. Voilà. Moi, je voudrais faire un témoignage, et comme tout à l'heure, c'est la rubrique Ma vie d'abord. Donc, moi aussi, ça va être ma vie d'abord. Donc, je travaille avec un groupe d'amis, mais on est un paquet, quoi. Et je suis le seul qui n'utilise pas le numérique. Et donc, ce qui est frappant, je retrouve la voix de ma mère. Pourquoi je ne te marie pas? J'ai pas envie. Et là, mes amis, et pourquoi tu ne prends pas le numérique? Et ils me font chier avec ça. Moi, je leur dis, mais écoutez, avant, s'il y avait 100 personnes, il y en avait un qui utilisait l'ordinateur, 99 derrière, ça avait du sens. Là, vous êtes 99 à avoir 100 ordinateurs, je suis le seul à ne pas en avoir, pourquoi vous m'embêtez, quoi? Et pourquoi c'est l'ordinateur qui fait mon travail? Alors je le crie haut et fort. Je veux être cette discrimination. Je veux être sans ordinateur. C'est possible? Alors, est-ce que c'est possible? Oui. En fait, oui. Juste. On va monter le collectif. Ouais, je te jure. Contre le port d'ordinateur. J'ai le droit, non? Attends, on parle de démocratie. Là, c'est l'exclusivité du langage. Mais merde, je m'énerve. Ne t'énerve pas, Ali. Garde encore un peu de voix. Restons dans la zénitude. Juste une anecdote. Non, mais il faut qu'il garde un peu de voix. Une anecdote, en 2008, j'étais très naïf, je croyais que l'ordinateur s'était fait pour aider les gens. Et j'avais créé une machine, qui était en réalité un scanner, dans laquelle les sans-abri, puisqu'ils n'ont pas de logement, ils pouvaient mettre leurs papiers pour pouvoir les mettre de côté dans une banque virtuelle. Parce que quand on vit dans la rue, on ne peut pas garder ses papiers. On se les fait voler, les intempéries, etc. Et donc, on avait trouvé un système comme ça, dans lequel on passait ses papiers, les courriers qu'on recevait, puisque c'était un lieu de domiciliation, et puis on les mettait. Et il se trouve que ce système, alors on leur avait même apporté des clés, en plus ils pouvaient partir dans un autre pays, puis récupérer leurs papiers depuis un autre pays. C'était extraordinaire. L'idée était simple, mais extraordinaire. Eh bien, il n'a été utilisé que par 27 personnes, alors qu'on avait fabriqué 30 appareils, et les sans-abri n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas pourquoi? Ils n'en voulaient pas, d'abord parce qu'ils disaient, ouais, mais mes papiers, ils vont où, là? Et si quelqu'un, il peut me les piquer déjà, parmi les sans-abri, il y a des gens qui se volent leur identité. Il y a des gens qui sont... C'est pour ça que
La trouille, c'est quand ils dorment, il faut qu'ils cachent quelque part leur papier d'identité quand ils vivent dans la rue. Et ils ne voulaient pas de cet appareil parce qu'ils disaient, ils vont où mes papiers? Et on leur dit, oui mais on sait où ils vont. Oui mais qui peut les avoir? Et comme dans le centre qui recevait les sans-abri, il y a 30% de gens qui n'ont pas le droit à être en France, qui sont sans papier. Et bien eux, ils disent alors encore plus, je veux même pas une photo dedans. Donc comme quoi, ce que disait Ali, ça a aussi son importance, parce que là, c'est des gens qui sont confrontés au risque, et ils disent, Internet, c'était un risque. Et ça, c'était en 2008, on n'avait pas encore vu tout ce qui s'est passé depuis avec Internet. Donc, conclusion, oui, c'est un magnifique appareil, il faut y faire très, très, très attention. On nous l'impose et on va nous l'imposer, c'est fait, c'est fini, on ne pourra plus faire autrement. Donc il faut, 1, apprendre à l'utiliser et 2, apprendre à s'en méfier. Alors, on va passer à conclure. Je voulais quand même vous parler justement, vous rappeler qu'il existe des initiatives telles que la caravane du numérique qui nous a été présentée tout à l'heure. Par rapport au territoire, j'ai essayé de répertorier une association qui s'appelle Arborescence et qui est dans le 15e arrondissement, dans le quartier des Crottes, si je ne me trompe pas, et qui propose des ordinateurs et de l'accompagnement à l'outil informatique et Internet. En termes de formation, pour tout un chacun, pour tout usager qui le désire. Il faut savoir aussi que dans les centres sociaux, il y a de plus en plus d'initiatives de formation, en tout cas de faciliter l'accès à Internet, de montrer, de formation aux personnes. Donc bon, il y a des initiatives qui se font dans les quartiers, sur les territoires, un peu partout, dans les associations. Ça, c'est celle que j'ai un petit peu retenue par rapport au réseau avec lequel je peux travailler. Mais vous en avez peut-être d'autres. Vous avez signifié d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'il y a une dame qui a parlé d'un autre accès. Mais les centres sociaux, c'est les centres sociaux des territoires. Comment ça, il n'y en a pas? Il n'y a pas de centres sociaux? Si, il y a des centres sociaux. Si, il y en a quelques-uns. Je sais qu'à l'ESTAC, ils vont pas tarder à mettre en place ce travail-là. Sur la Castellane, je crois que ça se fait déjà aussi. Sur la Viste aussi. Voilà, après, effectivement, selon les lieux dans lesquels vous vivez, c'est intéressant de vous rapprocher des centres sociaux auprès desquels vous pouvez vous adresser à eux et même si eux ne le pratiquent pas, ils peuvent aussi vous orienter. Voilà. Bon, après, ce que je vous dis n'est pas exhaustif, et on peut les uns les autres par le biais le bouche à oreille, de ne pas hésiter à se donner les informations quand on les a. Voilà. On va attaquer la conclusion de ce débat. Tu voulais dire quelque chose, Carmen? Alors moi, ce qui m'est venu, c'est que le numérique, c'est un outil. Que derrière cet outil, il y a toujours des humains. Et que ça fait appel à la responsabilité et à la solidarité. Et ça fait appel à pour chacun de soi, à ce qu'on peut porter de l'intérêt à l'autre. Et qu'il me semble que, effectivement, ça reste, on est maître, qu'on le possède ou pas, on reste maître de cet outil-là. On peut se former, on peut s'adresser à quelqu'un qui sait mieux. Et j'ai envie de dire, et j'ai envie de finir par ça, pour moi, l'humain est premier.
même s'il y a Internet aujourd'hui, et vous l'avez énormément témoigné ce soir, c'est qu'avant tout, chacun on porte cette responsabilité, où qu'on soit, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, et qu'on a cette force-là, et je crois que c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas perdre ça de vue. Voilà. J'avais envie de finir, en tout cas, de ma propre parole à vous. Donc moi, pour conclure, je voudrais vous dire que ce qui est important, c'est pas de se rencontrer sur Internet, mais de se rencontrer pour manger ensemble et pour suivre le spectacle qui va être après. Donc bonne soirée et merci. Merci à vous tous. À vous tous.